C'était un jeudi soir et je fixais l'horloge du micro-ondes qui affichait 19h43. Encore des disputes gratuites cette semaine. Lundi, elle s'était plainte que je laissais la vaisselle sale dans l'évier toute la nuit. Mardi, c'était à propos de mes prétendues lacunes à organiser des soirées romantiques. Mercredi, elle avait pété les plombs parce que j'avais acheté la mauvaise marque de crème pour le café. La dispute de ce soir avait éclaté parce que j'avais suggéré de rester à la maison au lieu d'aller à la fête de son amie Chloé. Apparemment, cela faisait de moi quelqu'un de plan-plan et d'asocial. Je travaille dans le bâtiment, 10 heures debout, à soulever des matériaux lourds, à gérer des entrepreneurs exigeants. Quand je rentre, parfois, je veux juste m'asseoir sur le canapé et regarder un match. Tu sais quel est ton problème, dit-elle, faisant les 100 pas dans le petit salon de notre pavillon en location. Tu as complètement abandonné l'idée d'être intéressant. Quand on s'est rencontrés, tu faisais des efforts. Je restais calme, assis dans mon fauteuil préféré, celui dont elle se plaignait constamment parce qu'il ne correspondait pas à sa vision Pinterest de notre intérieur. Je travaille 45 heures par semaine pour qu'on ait un toit sur la tête. Désolé si je ne fais pas des numéros de cirque tous les soirs. Tu vois, ça recommence. Toujours cette attitude. Elle s'arrêta de marcher et posa les mains sur ses hanches. Tu agis comme si tout ce que tu faisais était une énorme faveur pour moi. Je n'ai jamais dit ça. Tu n'as pas besoin de le dire. Ça se lit sur ton visage. C'était devenu notre routine. Elle cherchait la dispute. J'essayais de la raisonner. Elle déformait mes propos et ensuite nous allions nous coucher fâchés. Jour après jour. Mais ce soir, c'était différent. Il y avait quelque chose dans sa voix. Une froideur que je n'avais jamais entendue auparavant. Tu veux savoir quelque chose, continua-t-elle, sa voix devenant plus dure. J'y ai beaucoup réfléchi ces derniers temps. Je coupais le son de la télévision et la regardais directement. Réfléchis à quoi? À nous. À savoir si ça fonctionne vraiment. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle prit une profonde inspiration et pendant une fraction de seconde, je crus qu'elle voulait réellement avoir une conversation constructive. Peut-être pourrions-nous résoudre ce qui la rongeait. Peut-être pourrions-nous redevenir le couple que nous étions. Au lieu de cela, elle lâcha une bombe. Je suis amoureuse de quelqu'un d'autre. Juste pour que tu saches. Les mots restèrent suspendus dans l'air comme de la fumée. Je sentis quelque chose se déclencher dans mon cerveau. Non pas le chagrin, non pas la colère, mais la clarté. Une clarté pure et cristalline. Parfait, dis-je en me levant de ma chaise. C'est tout ce que j'avais besoin d'entendre. La confiance disparut instantanément de son visage. Ce n'était pas la réaction qu'elle attendait. Elle pensait probablement que j'allais supplier, plaider, demander qui c'était, ou me mettre à pleurer. Au lieu de cela, je passai devant elle en direction de notre chambre. « Attends, qu'est-ce que tu fais » cria-t-elle. Je sortis deux grands sacs poubelles de sous l'évier de la salle de bain et me dirigeai vers son côté du placard. « Je t'aide à faire tes valises. » Attends, ce n'est pas. Je ne voulais pas dire. Je commençai à retirer ses vêtements des cintres et à les fourrer dans les sacs. Ses tenues de travail, ses tops de soirée, la robe chère qu'elle avait achetée le mois dernier et que nous ne pouvions pas vraiment nous permettre. « C'est de la folie » cria-t-elle. J'étais juste honnête à propos de mes sentiments. Et moi, je suis honnête à propos des miens, répondis-je en me dirigeant vers ses tiroirs de commode. Tu es amoureuse de quelqu'un d'autre? Génial. Va être avec lui. Tu ne peux pas juste me jeter dehors. Regarde-moi faire. La panique dans sa voix augmentait. Où suis-je censé aller? C'est ton problème maintenant. Tu aurais dû y penser avant de déclarer ton amour pour un autre homme dans mon salon. Je fermai le premier sac et commençai à remplir le second. Son maquillage, ses produits capillaires, les romans à l'eau de rose qu'elle n'avait jamais fini de lire. Tout ce qui lui appartenait allait dans ses sacs. C'est dingue, hurla-t-elle. Je voulais juste. Je voulais te pousser à te battre pour nous. Je m'arrêtai et la regardai. Me battre pour nous? En me disant que tu aimes quelqu'un d'autre? Je pensais que tu te soucierais plus. Je pensais que tu voudrais arranger les choses. Voici la chose à propos du respect, dis-je en continuant à emballer ses affaires. Une fois qu'il est parti, il est parti. Et tu viens de jeter tout le respect qu'il me restait pour toi. À 20h30,
Les 2 sacs étaient pleins et posés près de la porte d'entrée. Elle me suivait toujours, alternant entre menaces en colère et explications désespérées. Mais je n'écoutais plus. La femme que j'avais épousée n'aurait jamais prononcé ces mots. La femme que j'avais épousée n'aurait jamais essayé de me manipuler avec un autre homme. Cette personne debout dans mon salon, versant des larmes de crocodile, je ne la connaissais plus. Et honnêtement, je ne voulais pas la connaître. Au moment où je portais le second sac vers le porche, mon téléphone vibra. Un SMS de mon pote Jérôme: « Salut l'ami, j'arrive avec les outils que j'ai empruntés. Dans 5 minutes. » Timing parfait. Jérôme s'engagea dans l'allée juste au moment où je posais ses affaires sur le trottoir. Il jeta un coup d'œil à la scène, moi avec les sacs poubelles, elle debout dans l'entrée l'air affolé et sourit. « Eh bien, tu as enfin du caractère, hein, Mathieu ?» « Ce n'est pas ce que ça a l'air, » cria-t-elle, essayant de sauver une part de dignité. « En fait, c'est exactement ce que ça a l'air, » répondis-je en époussetant mes mains. Jérôme s'approcha et examina les sacs. « Laisse-moi deviner. Elle a sorti une manipulation de pacotille et tu as décidé que tu en avais assez. Elle m'a dit qu'elle était amoureuse de quelqu'un d'autre. » Les sourcils de Jérôme se levèrent. « Sérieusement ? Et son plan génial était de te dire ça. Pourquoi exactement ? Apparemment, pour me faire me battre pour nous, dis-je en faisant des guillemets avec mes doigts. Jérôme éclata de rire. Ah, ça, c'est fort. Et, tu te souviens il y a 2 mois, quand on était tous au barbecue de Daniel et qu'elle a passé tout le temps à se plaindre de toi à tout le monde. J'avais oublié ça, mais tout me revint en mémoire. Exact. Elle racontait à ta copine comment je ne la surprenais plus avec des cadeaux pendant que tu faisais littéralement griller de la nourriture pour tout le monde comme un chef. Jérôme ajouta, « Mec, on attendait tous que tu te débarrasses de son attitude toxique. » Vous avez ? Tu rigoles ? Elle te traite comme une merde depuis des mois. Toujours à trouver quelque chose de mal. Toujours à te faire passer pour un incapable devant les gens. Ma copine Amélie ne peut pas la supporter. Juste à ce moment-là, une autre voiture arriva. Mon voisin Marc d'un accent grave côté, se demandant probablement ce qui se passait. « Tout va bien par ici ?» appela Marc, mais il souriait. Marc avait entendu leur dispute à travers les murs fins de nombreuses fois. « Tout est fantastique, » répondis-je. « J'aide juste mon ex-femme à déménager. » « Ex-femme » hurla-t-elle depuis le porche. « Nous ne sommes pas encore divorcés, » précisai-je. Marc gloussa. « Tant mieux pour toi, mon pote. Cette femme te crie dessus une nuit sur 2 depuis des semaines. Je commençais à avoir pitié de toi. On entendait ça à travers les murs fins, mec. Tout le quartier sait qu'elle te mène la vie dure. Ma femme, Sophie, disait hier encore à quel point tu as été patient. » Mon téléphone vibra à nouveau. Cette fois, c'était ma sœur Léa. Papa m'a dit ce qui s'est passé. Il était temps. J'arrive avec du vin pour fêter ça. Je montrai le SMS à Jérôme. Les nouvelles voyagent vite. À qui as-tu parlé ? À personne encore. Elle a dû appeler mes parents en pleurant. Oh, ça va être bon, dit Jérôme, s'installant comme s'il allait regarder un spectacle. Effectivement, ma sœur arriva 10 minutes plus tard avec une bouteille de vin et un grand sourire. Juste derrière elle, il y avait la voiture de ma mère. Oh non, marmonna ma future ex depuis le porche. Léa sortit la première. Voilà mon petit frère intelligent. Enfin. Léa, s'il te plaît, supplia la femme sur le porche. C'est un malentendu. Un malentendu ? Léa se tourna vers elle. Tu lui as dit que tu étais amoureuse d'un autre homme. Quelle partie de ça avons-nous mal comprise ? Ma mère s'approcha plus prudemment, mais je pouvais voir qu'elle était soulagée. Mon fils, ton père et moi, nous étions inquiets pour toi depuis des mois. Tu n'avais pas l'air heureux. Je ne l'ai pas été, admettais-je. Maman, tu ne peux pas être sérieuse, dit ma femme, descendant du porche. Tu es censée être neutre ici. Neutre ? Maman haussa un sourcil. Ma chère, Noël dernier, tu as passé 2 heures à te plaindre du cadeau de mon fils devant toute la famille. Un cadeau qu'il a fait des heures supplémentaires pour se permettre. J'étais juste honnête à propos de mes sentiments, et maintenant il est honnête à propos des siens, intervint Léa. Jérôme se régalait. C'est mieux que la télévision câblée.
Marc était apparemment rentré et avait tout raconté à sa femme, Sophie, car elle sortit aussi avec leur fille adolescente. C'est vrai, demanda Sophie. Tu lui as enfin dit de dégager. Sophie, protesta ma femme. Quoi? Ma chérie, je t'ai entendu crier sur ce pauvre homme à travers les murs pendant des mois. Il se tue au travail et rentre à la maison pour que tu cherches des disputes tous les soirs. C'est privé. Pas quand tu le fais assez fort pour réveiller mes enfants, répliqua Sophie. Mon téléphone ne cessait de vibrer. La nouvelle se propageait comme une traînée de poudre dans notre cercle d'amis et de famille. Apparemment, tout le monde avait des opinions sur mon mariage qu'ils avaient gardé pour eux. Un SMS de mon cousin Olivier, enfin. Elle était horrible avec toi à l'anniversaire de maman. Un SMS de mon collègue Daniel, j'ai entendu la nouvelle. Tu mérites mieux, mon pote. Un SMS de mon vieil ami de lycée, Antoine, Amélie m'a dit ce qui s'est passé. Bière de célébration demain. Je regardais toutes ces personnes, familles, amis, voisins et remarquais quelque chose. Pas une seule personne ne me disait de reconsidérer. Pas une seule personne ne me suggérait d'essayer d'arranger les choses. Tout le monde semblait soulagé. Vous savez ce qui est drôle, dis-je au groupe. Je pensais que le problème, c'était moi. Je pensais que je ne faisais pas assez d'efforts. Mon frère, dit Jérôme en me tapant sur l'épaule. Tu as fait trop d'efforts pendant trop longtemps. Léa hocha vigoureusement la tête. On t'a tous vu te tordre en quatre pour essayer de la rendre heureuse. C'était douloureux à regarder. Ma femme regarda tous les visages qui la fixaient, pas un seul amical ou compatissant, et je pus voir le moment exact où elle réalisa à quel point elle était réellement isolée. C'est incroyable, dit-elle, sa voix se brisant. Pas un seul d'entre vous ne va me défendre. Le silence était assourdissant. Finalement, la fille adolescente de Marc prit la parole. Peut-être qu'il ne faut pas dire aux gens que tu aimes quelqu'un d'autre si tu veux qu'ils te défendent. Même la gamine avait compris. Alors que la foule de partisans commençait à se disperser vers 22 heures, ma femme fit son coup. Elle était restée sur le porche, l'air de plus en plus désespéré à mesure que chaque personne partait sans lui offrir un endroit où loger. Bon, tout le monde est parti maintenant, dit-elle en marchant vers la porte d'entrée. Est-ce qu'on peut parler comme des adultes, s'il te plaît? J'étais assis sur les marches du porche, profitant du premier moment de paix que j'ai eu depuis des mois. De quoi parler? Tu es amoureuse de quelqu'un d'autre. Félicitations. Je n'ai jamais dit que j'allais réellement te quitter pour lui. Lui. Je levai les yeux avec intérêt. Donc, c'est définitivement un homme. Quelqu'un que je connais? Elle hésita. Ce n'est pas la question. Oh, mais ça l'est en quelque sorte. Tu vois, maintenant je suis curieux. Qui est l'heureux élu qui a volé ton cœur? Son visage devint rouge. Ça n'a pas d'importance. Allez, ne sois pas timide. Tu as été assez audacieuse pour me parler de tes sentiments. Qui est-il? C'est compliqué. Je ris. Complicé? Comment être amoureux est-il compliqué? Soit tu aimes quelqu'un, soit tu ne l'aimes pas. Elle s'assit sur les marches à côté de moi, ce qui fut une erreur car je me levai immédiatement et m'éloignai. Bon, d'accord. C'est Marc de mon cours de yoga. Marc du yoga. J'essayais de garder un visage impassible. L'instructeur, qui a probablement 22 ans et appelle tout le monde belle âme. Il a 24 ans, dit-elle sur la défensive. Oh, 24 ans. Mon erreur. Ça rend les choses tellement meilleures. Je ne pus m'en empêcher. Laisse-moi deviner. Il ne comprend pas comment une femme aussi spirituellement évoluée que toi a fini avec un ouvrier du bâtiment ennuyeux. Ne sois pas méchant. Méchant, ma chérie, je n'ai même pas encore commencé à être méchant. Alors, dis-moi, depuis combien de temps es-tu amoureuse de cet instructeur de yoga? Ce n'est pas ça. Nous nous connectons juste à un niveau plus profond. Niveau plus profond? Je hochai la tête. Sérieusement. Il sait que tu es marié? Silence. Il ne le sait pas, n'est-ce pas? J'ai mentionné que j'étais dans une situation relationnelle compliquée. Point une situation relationnelle compliquée, répétai-je lentement. Donc, tu lui as menti aussi. Je ne mentais pas. J'étais honnête à propos de mes sentiments, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que tu pensais exactement qu'il allait se passer ce soir?
J'allais entendre parler de Marc et devenir soudainement un gourou spirituel pratiquant le yoga. Elle commença à pleurer, d'un type manipulateur, où elle s'assurait que je puisse voir son visage. Je pensais que tu te battrais pour moi. Je pensais que tu voudrais me reconquérir. Te reconquérir d'un instructeur de yoga de 24 ans qui ne sait même pas que tu es marié? Je me rassis mais gardai mes distances. Aide-moi à comprendre la logique ici. Tu m'as tenu pour acquis. Tu ne me surprends plus jamais. Tu n'as jamais rien planifié de romantique. Tu rentres juste à la maison et tu regardes la télévision. Et ta solution a été de tomber amoureuse de quelqu'un d'autre. Je pensais que si tu savais que tu pouvais me perdre, tu apprécierais ce que tu as. Je la regardai longuement. Tu t'entends parler en ce moment? Tu es fâché que je ne me batte pas pour une femme qui vient de me dire qu'elle aime un autre homme. Tu es contrarié que je ne sois pas en compétition avec quelqu'un d'autre pour l'affection de ma propre femme. Quand tu le dis comme ça. Comment devrais-je le dire autrement? Tu m'as en gros dit que je n'étais pas assez bien pour toi, et maintenant tu es en colère que j'ai été d'accord. Elle s'essuya le nez avec sa manche. J'ai fait une erreur. Oui, tu l'as faite. Une énorme. Alors, on peut réparer ça? On peut essayer une thérapie de couple ou quelque chose? Je ris, mais sans humour. Une thérapie pourquoi? Pour m'aider à comprendre pourquoi je devrais me battre pour une femme qui est amoureuse de quelqu'un d'autre? Pour résoudre mes problèmes de ne pas être assez bien pour toi? Je ne suis plus amoureuse de lui. Je te choisis, toi. Oh, quelle générosité. Tu me choisis après avoir découvert que Marc ne veut probablement pas d'une femme mariée avec des problèmes. C'est flatteur. Ce n'est pas pourquoi. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui a changé ces 2 dernières heures? Elle regarda la rue vide, ses sacs toujours posés sur le trottoir, les maisons de nos voisins où les lumières commençaient à s'éteindre. Je me suis rendu compte que j'avais fait une erreur. Tu as réalisé que tu n'avais nulle part où aller. Ce n'est pas vrai. Vraiment? Alors, où dors-tu ce soir? Un autre long silence. Je pourrais rester chez ma sœur Laura. Laura qui vit à Marseille? Laura qui t'a dit le mois dernier que tu te plaignais trop? Cette Laura-là? Elle est de la famille. Elle comprendra. Vraiment? Devrions-nous l'appeler tout de suite et voir à quel point elle est compréhensive quand tu lui expliques pourquoi tu as besoin d'un endroit où rester? Son téléphone était déjà dans sa main, mais elle ne composait pas, ou peut-être pourrais-tu rester chez Chloé, l'amie à la fête de qui tu voulais aller ce soir. Je suis sûr qu'elle aimerait t'entendre parler de ta situation avec Marc. Arrête. Arrêter quoi? D'indiquer que tu as brûlé tous les ponts ce soir? D'avoir remarqué que personne ne t'a offert son canapé? Elle se leva brusquement. Bien. Tu veux que je parte? Je partirai, mais ne viens pas pleurer quand tu réaliseras ce que tu as perdu. Je sais déjà ce que j'ai perdu, dis-je calmement. 3 heures de sommeil toutes les nuits à t'écouter chercher des disputes. De l'argent que nous ne pouvions pas nous permettre, dépenser pour des choses pour te rendre heureuse. Mon respect de moi-même à te regarder me manquer de respect devant la famille et les amis. Tu as raison. Tout ça va vraiment me manquer. Elle attrapa ses sacs et commença à marcher vers la rue. Après une dizaine de pas, elle se retourna. Ma voiture est au garage, tu te souviens? Je sortis mon téléphone. Tu veux que je t'appelle un VTC? Tu vas juste me laisser prendre un VTC pour nulle part à 22h30? C'est toi qui as décidé de faire exploser notre mariage ce soir. Ce sont les conséquences de tes choix. Elle resta là 1 minute de plus, espérant probablement que je craquerais et l'inviterais à rentrer. Au lieu de cela, je rentrai et verrouillai la porte derrière moi. Par la fenêtre, je la regardai passer 3 appels téléphoniques. Les 3 tombèrent sur un répondeur. Finalement, j'entendis un VTC arriver. Je ne regardais pas où elle allait. Je m'en fichais. Le vendredi matin apporta une série de messages divertissants. Le premier venait de ma sœur Léa à 7h. Elle a appelé maman à 6h30 ce matin en pleurant. Apparemment, elle a dormi dans sa voiture sur un parking de supermarché parce que Laura lui a raccroché au nez. Je buvais mon café sur ma terrasse, profitant du premier matin calme depuis des mois, quand Jérôme m'envoya un SMS, « Mec, il faut que tu vois la story Instagram de Chloé. Ton ex est en plein craquage public. » Je n'avais pas Instagram, mais Jérôme m'envoya des captures d'écran.
Chloé avait posté une vidéo de mon ex-femme se présentant à son appartement à 23 h la veille, le mascara coulant, exigeant de rester parce que son mari l'avait jetée dehors sans raison. La vidéo montrait Chloé clairement agacée, disant « Ma belle, tu lui as littéralement dit que tu étais amoureuse de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu pensais qu'il allait se passer ?» La réponse de mon ex-femme était inestimable, j'étais juste honnête à propos de mes sentiments. Il est censé se battre pour moi. Le visage de Chloé dans la vidéo était tout un poème. Se battre pour toi contre qui? L'instructeur de yoga? Les commentaires étaient brutaux. Des gens que je ne connaissais même pas critiquaient ses capacités de prise de décision. Attendez. Elle a dit à son mari qu'elle aimait quelqu'un d'autre et s'attendait à ce qu'il se batte pour elle? L'audace est astronomique. C'est ce qui arrive quand on joue à des jeux stupides. Je faillis m'étouffer avec mon café à la lecture de ce dernier commentaire. Marc lui-même avait trouvé la vidéo et commenté « Ça, c'est mieux que la télé câblée ». Mon téléphone sonna. C'était Daniel du travail. Mec, tout le chantier en parle. Apparemment, ta femme a appelé la copine de Torres hier soir pour lui demander des conseils relationnels. Elle a fait quoi? Ouais. Sophia a dit qu'elle a reçu un appel vers minuit d'une femme en pleurs qui lui demandait comment reconquérir un homme qui ne l'appréciait pas. Sophia lui a dit d'essayer d'être une meilleure personne. Je ris. Sophia ne faisait pas dans la dentelle. C'était une femme directe qui avait grandi dans un quartier difficile. Mon ex-femme l'appelant pour de la sympathie, c'était comme demander à un requin des leçons de natation. Oh, et écoute ça. Elle a aussi appelé la femme de Bernard. Karen Bernard, celle qui dirige le groupe de dames de l'église. Exact. Apparemment, elle voulait savoir si Karen pensait que son mari reviendrait à la raison et la reprendrait. Qu'est-ce que Karen a dit? Karen lui a dit que peut-être elle devrait prier pour le pardon et apprendre à fermer sa bouche sur les autres hommes. Je commençais à réaliser que mon ex-femme avait passé toute la nuit à appeler des gens de notre cercle social, cherchant quelqu'un, n'importe qui, pour valider sa position. D'après les résultats, elle ne trouvait pas beaucoup de soutien. Vers midi, mon voisin Marc frappa à la porte. « Salut l'ami, je voulais juste te prévenir. Ta femme est passée ce matin pour demander à Sophie si elle pouvait utiliser notre téléphone pour appeler son travail. Son téléphone était mort. Elle a dit qu'elle avait trop honte d'utiliser son propre numéro parce que tout le monde ignorait ses appels. Sophie l'a laissé faire? » Marc sourit. Sophie lui a dit que le téléphone était cassé, puis est rentrée et a appelé ta sœur pour lui faire savoir ce qui se passait. La beauté de vivre dans un quartier populaire, c'est que personne n'avait de temps pour le drame. Les gens travaillaient dur, payaient leurs factures et n'appréciaient pas les bêtises. Les tactiques de manipulation de mon ex-femme n'allaient pas fonctionner ici. Mon téléphone vibra avec un SMS d'un numéro inconnu. C'est Laura. Ta femme m'appelle toute la matinée. Je lui ai dit qu'elle avait fait son lit et maintenant elle pouvait se coucher dedans. Je pensais que tu devrais savoir qu'elle dit aux gens que tu l'as physiquement jeté hors de la maison. J'ai fait une capture d'écran et l'ai envoyée à Léa avec un message, il serait peut-être bon de prendre les devants. Léa appela immédiatement. Elle dit quoi aux gens? Que je l'ai physiquement jeté dehors. Laura vient de me prévenir que cette petite menteuse de Léa s'est fait prendre. Maman va péter un câble quand elle entendra ça. Maman croit à son histoire? Tu rigoles? Maman t'a vu faire ses valises toi-même hier soir. Nous tous. En plus, papa a déjà appelé oncle Robert et lui a raconté toute l'histoire. Oncle Robert était la plaque tournante des potins de la famille. S'il savait, tout le monde savait, et ils auraient la version exacte. Vers 14 h, je reçus l'appel que j'attendais. C'était ma femme, appelant depuis un autre numéro inconnu. S'il te plaît, ne raccroche pas, dit-elle immédiatement. Qu'est-ce que tu veux? Les gens disent des choses horribles sur moi en ligne. Tu dois leur dire d'arrêter. Je dois faire quoi, maintenant? Ça va trop loin. Chloé a posté cette vidéo et maintenant des gens que je ne connais même pas se moquent de moi. Peut-être n'aurais-tu pas dû te présenter chez elle en plein craquage à propos de ton petit ami instructeur de yoga. Ce n'est pas mon petit ami. Je t'ai dit que ce n'était que des sentiments, n'est-ce pas? Juste des sentiments pour un autre homme pendant que tu étais marié à moi. Tu ne peux pas comprendre que j'étais confuse? Je traversais quelque chose. Bien sûr, je comprends. Tu traversais quelque chose et tu as décidé de gérer ça en faisant exploser notre mariage.
C'est parfaitement logique. Je veux rentrer à la maison. Ce n'est plus ta maison. Tu ne peux pas juste me jeter dehors. J'ai des droits. Tu as le droit de trouver un autre endroit où vivre. Tu as le droit d'appeler ton instructeur de yoga et de voir s'il veut une femme mariée confuse. Tu as le droit de continuer à appeler des gens qui vont te raccrocher au nez. Pourquoi tout le monde prend ton parti? J'ai dû y réfléchir une seconde. Peut-être parce que je ne suis pas celui qui a dit à mon conjoint que j'aimais quelqu'un d'autre. C'était une erreur. Oui, ce fut une erreur qui a mis fin à notre mariage. On ne peut pas aller en thérapie? On ne peut pas travailler là-dessus? Travailler sur quoi? Travailler à m'aider à surmonter le fait que ma femme aime un autre homme? Travailler à reconstruire mon estime de moi après que tu l'aies détruite? Travailler à faire semblant que cela n'est jamais arrivé? J'ai dit, je te choisis, toi. Et j'ai dit, non merci. Je raccrochai. Le téléphone sonna à nouveau immédiatement depuis un autre numéro inconnu. Je refusai l'appel. Puis je fis quelque chose que j'aurais dû faire il y a des mois. Je me préparai un bon dîner, ouvris une bière et regardai un match de football dans un silence absolu et béat. Pas d'arguments, pas de critiques, pas de marche sur des œufs, juste la paix. C'était incroyable ce que ma maison ressentait quand elle n'était pas remplie d'hostilité. Le samedi matin, je savourais ma deuxième tasse de café et lisais les nouvelles en paix lorsque j'entendis des voitures s'arrêter dans mon allée. Par la fenêtre, je vis deux véhicules, une berline argentée que je ne reconnaissais pas, et derrière elle, la vieille Honda de ma belle-mère. Super. La cavalerie était arrivée. J'ouvris la porte d'entrée avant qu'il ne puisse frapper. Mon ex-femme se tenait là, flanquée de sa mère, Patricia, et de son frère aîné, Kevin. Elle avait clairement pleuré de nouveau et semblait ne pas avoir beaucoup dormi. Nous devons parler, annonça Patricia, me bousculant pour entrer dans la maison. Bonjour à vous aussi, Patricia. Entrez donc. Kevin suivit, me lançant ce que je supposais être un regard intimidant. Kevin travaillait dans un magasin de pièces automobiles et pensait que les muscles le rendaient coriace. Je l'avais toujours trouvé amusant. Ça a assez duré, dit Patricia, s'installant sur mon canapé comme si elle possédait les lieux. La famille n'abandonne pas la famille. Je n'ai abandonné personne. Votre fille m'a dit qu'elle était amoureuse d'un autre homme. Elle a fait une erreur. Les gens disent des choses qu'ils ne pensent pas quand ils sont contrariés. Mon ex-femme finit par parler. J'essayais juste d'attirer ton attention. J'avais l'impression que tu ne te souciais plus de moi. Alors, tu as décidé de me dire que tu aimes quelqu'un d'autre? Je pensais que ça te réveillerait. Je pensais que tu réaliserais ce que tu étais en train de perdre. Kevin croisa les bras. Écoute, mec. Ma sœur pleure depuis 2 jours. Quel que soit le message que tu essaies de faire passer, tu l'as fait. Je ris. Message? Kevin, ce n'est pas une tactique de négociation. C'est un divorce. Tu vas sérieusement gâcher 4 ans de mariage pour une seule dispute? Une seule dispute? Je comptais sur mes doigts. Lundi, la vaisselle. Mardi, les soirées en amoureux. Mercredi, la crème pour le café. Jeudi, elle est amoureuse de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas une seule dispute, Kevin. C'est un schéma. Patricia intervint. Le mariage, c'est le pardon. C'est travailler ensemble sur les problèmes. Vous avez absolument raison. Alors, quand comptait-elle me pardonner tous mes terribles crimes, comme travailler 45 heures par semaine pour payer cet endroit? Comme rentrer fatigué après un travail manuel? Comme ne pas être un lecteur d'esprit qui sait exactement quel geste romantique elle veut à tout moment? Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, dit mon ex-femme. Alors, de quoi s'agit-il? Aide-moi à comprendre comment dire à ton mari que tu aimes un autre homme s'intègre dans un mariage sain. Silence. Kevin tenta une approche différente. Écoute, elle dit qu'elle a fait une erreur. Elle veut rentrer à la maison et arranger les choses. Et moi, je veux 1 million d'euros et une maison de vacances. Nous n'obtenons pas toujours ce que nous voulons. Tu es déraisonnable, dit Patricia. Déraisonnable? Laisse-moi te demander quelque chose, Patricia. Si ton mari te disait qu'il était amoureux d'une autre femme, auriez-vous cette conversation? C'est différent. Comment? Parce que les hommes et les femmes gèrent les émotions différemment. Je la regardais.
Donc, quand les femmes disent à leur mari qu'elles aiment d'autres hommes, ce n'est que du traitement émotionnel. Mais si les hommes faisaient la même chose, ce serait impardonnable. Tu déformes mes propos. Non, je demande des éclaircissements. Tu dis que les femmes ont un passe-droit pour la tromperie émotionnelle tant qu'elles prétendent ne pas l'avoir voulu? Mon ex-femme bondit du canapé. Ce n'était pas de la tromperie émotionnelle. Marc et moi ne nous sommes même jamais embrassés. Oh, bien. Tu es seulement tombée amoureuse de lui. C'est tellement mieux. Kevin s'avança. Tu dois arrêter d'être sarcastique et commencer à prendre ça au sérieux. Je prends ça au sérieux, Kevin. Je suis sérieusement fini avec ce mariage. Tu fais une énorme erreur, dit Patricia en se levant. C'est une bonne femme qui a fait une erreur de jugement. Une erreur, une erreur? Elle me traite comme une ordure depuis des mois. L'histoire avec Marc n'a été que la goutte d'eau. Ce n'est pas vrai. Vraiment? Demande à ta fille pour le barbecue chez Daniel il y a 2 mois. Demande-lui pour Noël avec mes parents. Demande-lui pour chaque fois que nous sommes en public ensemble. Patricia regarda sa fille qui trouva soudain le sol très intéressant. Elle ne t'a pas parlé de ces choses, n'est-ce pas, continuai-je. Elle n'a pas mentionné comment elle passe les réunions sociales à se plaindre de moi à quiconque veut bien l'écouter. Je me défoulais auprès d'amis, dit ma femme doucement. Te défouler? Tu as dit à ma famille que j'étais un piètre donneur de cadeaux. Tu as dit à la petite amie de Jérôme que je ne planifiais jamais de surprises romantiques. Tu as passé 2 heures au dîner de Noël à énumérer mes défauts à ma propre mère. Kevin avait l'air confus. Tu as fait ça? J'étais frustré. Et maintenant, c'est fini, dis-je simplement. Patricia, Kevin, j'apprécie votre venue, mais cette conversation est terminée. Elle a fait son choix quand elle a décidé que Marc était plus important que notre mariage. Je te choisis, dit-elle désespérément. Je suis là en ce moment, je te choisis. Non, tu es ici parce que Marc ne veut pas d'une femme mariée avec des problèmes. Tu es ici parce que personne d'autre ne veut de toi. Tu es ici parce que ton plan de secours a échoué. La pièce devint silencieuse. Même Patricia semblait mal à l'aise. Si Marc avait dit qu'il voulait être avec toi, nous n'aurions pas cette conversation, continuai-je. Tu serais dans son appartement en ce moment en train de lui expliquer pourquoi tu as besoin de divorcer. Ce n'est pas vrai. Alors appelle-le tout de suite. Appelle Marc et dis-lui que tu veux arranger les choses avec ton mari. Dis-lui que tu étais confuse et que tu veux sauver ton mariage. Elle me fixa. Vas-y, appelle-le. Si c'est vraiment une question de me choisir lui, ça devrait être facile. Ses mains restèrent sur ses genoux. C'est bien ce que je pensais. Kevin et Patricia échangèrent des regards. Même eux pouvaient voir la vérité maintenant. Je pense qu'il est temps pour vous de partir, dis-je, marchant vers la porte d'entrée et l'ouvrant. Patricia se leva à contre-cœur. Ce n'est pas fini. Oui, ça l'est. Alors qu'ils marchaient vers leur voiture, j'entendis Kevin dire à sa sœur, « Jésus, tu lui as vraiment dit que tu aimais quelqu'un d'autre? À quoi pensais-tu? » Je fermai la porte et retournai à mon café. Il était à peine 10 heures du matin et j'avais déjà gagné ma journée. La maison retrouvait son calme. Pas de tension, pas de marche sur des œufs, pas de questionnement sur ce que j'avais mal fait cette fois-ci. Juste la sérénité d'un samedi matin. Je pouvais définitivement m'y habituer. 3 semaines plus tard, j'étais assis dans le bureau d'un avocat en centre-ville, signant les documents de divorce finaux. Mon avocat, Maître Dubois, avait été efficace et direct, exactement ce dont j'avais besoin. C'est tout, dit-il en recueillant les documents. Puisqu'il n'y a pas d'enfant et qu'elle a accepté les termes, cela devrait être finalisé dans les 30 jours. Les termes étaient simples. Elle garde ses affaires personnelles, sa voiture et la moitié de notre compte d'épargne, ce qui s'élevait à environ 800 €. Je garde le bail du pavillon, mon camion et mes outils. Une rupture nette, pas de pension alimentaire, pas de drame continu. Elle n'a rien contesté, demandai-je. Non, pas après que son avocat lui ait expliqué que l'adultère ne fait pas bonne figure dans les dossiers judiciaires, même l'adultère émotionnel. Je sortis de ce bureau en me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des années. Mon téléphone vibra avec un SMS de Jérôme. Dîner de célébration ce soir. Amélie prépare son fameux chili. Absolument, répondis-je. Ce soir-là,
je me retrouvais entouré des mêmes personnes qui m'avaient soutenu 3 semaines auparavant. Jérôme et Amélie, ma sœur Léa, mes parents, même Marc et Sophie d'Aax sans grave côté. Nous étions tous serrés dans le petit salon de Jérôme et Amélie, mais cela semblait chaleureux et authentique. Alors, quel est le statut officiel ? Demanda Léa. Divorcée dans 30 jours. Elle déménage à Marseille pour rester chez une amie de son ancien travail. Bon débarras, dit Amélie, puis se reprit. Désolé, je sais que c'était ta femme, mais... Ne t'excuse pas. Tu n'as pas tort. Mon père, qui avait été silencieux la majeure partie de la soirée, prit enfin la parole. Mon fils, je dois demander, as-tu des regrets ? J'y réfléchis sérieusement. Tu sais quoi ? Non. Je regrette d'être resté aussi longtemps. Je regrette de l'avoir laissé me traiter comme ça pendant des mois, mais y mettre fin ? La meilleure décision que j'ai prise depuis longtemps. Et la situation avec Marc ? Demanda Sophie. L'a-t-elle finalement contacté ? Je souris. Drôle d'histoire. La petite amie de Daniel, Sophia, travaille maintenant au studio de yoga. Apparemment, Marc a été complètement pris au dépourvu quand mon ex s'est présenté là-bas en pleurant à propos de ses problèmes de mariage. Il n'avait aucune idée qu'elle était même mariée. Sérieusement ? Mieux encore. Il lui a dit qu'il cherchait quelqu'un d'émotionnellement disponible et sans drame. Lui a suggéré de travailler sur elle-même avant de sortir avec qui que ce soit. Toute la pièce éclata de rire. Donc, sa grande romance était complètement à sens unique, dit Léa. Elle a gâché son mariage pour un gars qui ne savait même pas qu'elle existait. À peu près. Marc secoua la tête. Je n'arrive toujours pas à croire qu'elle ait pensé que tu te battrais pour elle après ça. La tentative de manipulation a échoué de façon spectaculaire. J'acquiesçai. Ma mère avait été silencieuse, mais maintenant elle tendit la main et me serra la main. Mon chéri, nous aurions dû dire quelque chose plus tôt. Nous pouvions tous voir à quel point tu étais malheureux. Je n'aurais pas écouté de toute façon. Je pensais que je devais faire plus d'efforts, être plus romantique, arranger ce qui n'allait pas, rien n'allait pas chez toi, dit Amélie fermement. C'était elle le problème. Il m'a fallu du temps pour comprendre ça. Jérôme leva sa bière. À mon pote, qui retrouve enfin sa vie. À ne plus marcher sur des œufs, ajoutai-je. Au samedi matin tranquille. Sophie intervint. À ne plus jamais entendre parler d'instructeur de yoga. Léa termina. Nous rîmes tous et trinquâmes. Plus tard dans la nuit, je rentrai chez moi, dans mon pavillon paisible. Pas d'arguments qui m'attendaient. Pas de tension dans l'air. Pas de questionnement sur ce que j'avais mal fait cette fois-ci. Je me préparais un dîner tardif, regardais ce que je voulais à la télévision et me couchais quand j'en avais envie. Le lendemain matin, je me réveillais naturellement au lieu du son de quelqu'un cherchant la dispute. Je préparais du café à mon rythme, lus les nouvelles sans interruption et planifiais mon week-end autour de choses que je voulais réellement faire. Pour la première fois depuis des années, je me sentais enfin moi-même. 2 mois plus tard, je croisai Chloé au supermarché. Elle sembla embarrassée en me voyant. « Salut », dit-elle maladroitement. « Comment ça va ? » « Fantastique. »« Et toi ? » ?»« Bien. »« Bien. » Je voulais m'excuser pour toute cette histoire sur Instagram qui a dégénéré. Ne t'excuse pas. La meilleure chose qui aurait pu arriver. Ça a montré à tout le monde ce qu'elle était réellement. Elle est à Marseille maintenant, tu sais. J'ai entendu. Comment ça se passe pour elle ? Chloé hésita. Pas génial. Elle est chez une ancienne collègue, mais c'est temporaire. Et elle appelle les gens pour demander si quelqu'un pense que tu pourrais la reprendre. Je ris. Qu'est-ce que tu lui dis ? La vérité. Que tu as l'air plus heureux que jamais. Parce que je le suis. Elle continue de dire qu'elle a fait une erreur et que tu finiras par lui pardonner. Certaines erreurs ne se pardonnent pas, Chloé. Certaines erreurs ont des conséquences permanentes. Chloé hocha la tête. Pour ce que ça vaut, tout le monde pense que tu as géré ça parfaitement. Personne ne te blâme. J'apprécie. En rentrant chez moi, je repensais à cette conversation. Mon ex-femme était toujours quelque part, probablement toujours convaincue que tout cela n'était qu'un grand malentendu qui pouvait être réparé avec les bons mots ou les bons gestes. Mais j'avais appris quelque chose d'important.
Le respect n'est pas négociable. La loyauté n'est pas facultative. Et le mariage n'est pas un jeu où l'on menace de partir avec quelqu'un d'autre pour attirer l'attention. J'avais passé des mois à essayer de réparer quelque chose qui était déjà cassé, à essayer de reconquérir quelqu'un qui ne valorisait pas ce qu'elle avait. Maintenant, j'en avais fini d'essayer de prouver ma valeur à des gens qui ne pouvaient pas la voir. Mon téléphone vibra avec un SMS de ma sœur. Papa fait des burgers dimanche. Tu viens? Je ne manquerais ça pour rien au monde, répondis-je. J'avais une famille qui me respectait, des amis qui me soutenaient et une maison calme qui était enfin en paix. Pour la première fois depuis des années, ma vie était exactement ce que je voulais qu'elle soit. Et je ne reviendrai en arrière pour personne.